un petit peu ce que j'ai essayé de développer ce matin autour de ce concept de santé culturelle qui venait parler de la santé des liens, donc de la rencontre avec un autre que soi, qui est une rencontre qui va nous toucher profondément dans notre être. Et les relations, le lien à l'autre, c'est déjà un espace de narration, bien entendu, c'est un espace créatif. Et les bébés en sont de plus en plus privés. On vit dans une culture et dans une société de la vitesse, de la consommation, de protocoles, de normes, qui fait que nos bébés sont pris, nos bébés et leurs parents sont pris dans ces espaces et ils n'arrivent plus à être créateurs. D'ailleurs, pendant le Covid, c'était intéressant de voir que les parents enfermés chez eux avec leurs enfants, et là je vais parler d'enfants plus grands, pour tout ce qui était apprentissage scolaire, les parents se sont retrouvés en panne, ne sachant pas comment apprendre à leur enfant des connaissances de base qu'ils vont apprendre à l'école. Ils n'arrivaient pas à devenir des êtres créateurs, ils n'arrivaient pas à inventer. Et j'ai fait beaucoup d'interventions télévisées où je disais, mais avec vos enfants, sortez du programme scolaire qu'on est en train de vous donner, dites-vous c'est quoi le projet pour ce mois-ci, il faut savoir l'étape de multiplication, basons-nous sur l'étape de multiplication, faisons des gâteaux, inventons on crée une situation imaginaire, on invite du monde, on devait être 4, on est 6, donc comment on fait pour faire un gâteau pour 6? Et à ce moment-là, on voit les additions, les soustractions. Voilà. Donc, mais les parents étaient totalement prisonniers des normes, de ce protocole donné par l'éducation nationale, ils n'arrivaient pas à en sortir. Même chose pour les langues étrangères, ils pouvaient très bien jouer, inventer, créer une situation de on vend notre appartement et puis c'est des Anglais qui viennent l'acheter et ils ont un enfant qui est en 5e, eh bien jouons à être l'agent immobilier qui fait visiter cet appartement, vous voyez, mais ils ne s'autorisaient pas cela. Ça commence très tôt, la privation. Les enfants sont privés de leur espace créatif. Alors moi qui suis donc psychologue, psychanalyste pour les tout petits en particulier, il n'est pas rare que je reçoive un enfant envoyé par l'école parce qu'il ne fait pas un beau bonhomme. Qu'est-ce que c'est qu'un beau bonhomme? C'est un bonhomme normé qui doit avoir, quand on a 3 ans et demi, des yeux et des jambes. On n'accroche pas les jambes à la tête, on les met bien sur un corps, etc. Et on voit de plus en plus des enfants qui sont dans le retrait du graphisme, de la trace, tellement ils ont peur d'être pris, attaqués dans l'estime d'eux-mêmes, dans leur narcissisme, dans l'amour qu'ils peuvent se porter, parce qu'ils ne feraient pas le beau bonhomme attendu. Et ça, c'est intéressant, comment déjà avec les tout petits, presque à notre insu, parce que ce n'est pas des adultes qui veulent du mal aux enfants, loin de là, c'est à notre insu. On est en train de priver les êtres humains, finalement, de toute cette part vivante qui est absolument essentielle. Et en effet, quand je dis nos enfants ne va pas bien, et quand je lance un appel, et quand je dis il faut quitter cette notion de santé du côté du sanitaire, il faut aller du côté du culturel, du côté du lien à soi et aux autres, c'est pour essayer de nous réveiller tous ensemble pour protéger notre espèce si particulière. Nancy Huston évoque cette espèce fabulatrice, en effet, qui a besoin d'inventer son histoire, une histoire qui a du sens. Cette transition, là encore, j'essayais d'en parler ce matin, c'est un mouvement, c'est une construction. On ne va pas passer d'une société A à une société B, c'est pas ça la transition. La transition, c'est ce mouvement, alors je dis même de grandir, grandir en société, grandir ensemble, nous grandissons tous, un adulte grandit, il n'y a pas que les enfants qui grandissent, et c'est ce qui va en effet nous amener peut-être à revisiter notre manière de penser la nature comme étant un grand tout, comme appartenant au vivant, et pas un objet à part que l'on viendrait peut-être attaquer, mais que nous vivons ensemble, que nous sommes dans ce monde des vivants.
La peur existe à partir du moment où on n'est pas passé par ces transformations internes, de sécurité interne, d'éveil à soi et à l'autre, qui nous permet justement d'avancer, de se familiariser, de se transformer ensemble. Et en effet, à ce moment-là, on va être du côté de la peur. On voit bien comment nos enfants, alors c'est le paradoxe de ces journées, c'est-à-dire que à la fois on nous montre une somme de connaissances extraordinaires et les écologistes prennent une part importante, ils ont une parole importante, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais rentrés dans une crèche. Ils viennent nous dire que l'importance de prendre soin de la nature, d'être en la nature, d'être peut-être instruits même par la nature, et en même temps, nos enfants sont totalement privés de la nature. Moi, j'ai essayé un petit peu de bagarrer pour faire en sorte que les crèches, on ne peut pas ouvrir une crèche s'il n'y a pas d'extérieur. Et quand je parle d'extérieur, je ne parle pas d'une cour en béton. Je parle d'un extérieur où il y a du vivant. Ça passera jamais. Vous imaginez bien que d'un point de vue des normes, des appels à projets qui sont faits pour faire des crèches, il y a toute une rentabilité nécessaire, donc on les fait les plus petites possibles, on respecte le nombre de mètres carrés par enfant, mais les enfants n'ont pas moyen d'échapper à ces espaces clos. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est très à la mode, on va faire une petite jardinière. Dans une petite boîte en béton, on va mettre une petite jardinière, peut-être même faire pousser 3 tomates, pour dire que les enfants ont accès à la nature. Donc, on se moque un peu des enfants. Vous en êtes d'accord? Comment se fait-il que nos enfants, même s'ils habitent dans une ville, quel que soit le lieu, en tous les cas dans notre pays de France, il y a des forêts, il y a la mer, il y a des plages, il y a des prairies, il y a des parcs. Comment se fait-il que les enfants n'y vont pas? Il n'y a pas très longtemps, je proposais d'acheter des vélos pour les éducatrices de jeunes enfants pour qu'elles puissent emmener les enfants par 2, 3, vous savez, ces petits triporteurs, pour emmener les enfants tous les jours, quel que soit le temps, faire le marché, aller se promener à la campagne, dans la forêt, dans les champs, voir les... On m'a tout de suite répondu, oh là là, alors si on emmène 3 ou 4 enfants, il faut qu'il y ait 2 adultes, et puis ça dépend du temps, et puis ça dépend de l'organisation interne. Enfin, voilà, on m'a donné tous les éléments pour me dire ce n'est pas possible. L'enfant ne peut pas vivre dans cet extérieur. Donc après, on veut une génération d'écologues ou d'écologistes. Je ne sais pas trop comment on va la construire. Si ce n'est en se transformant petit à petit et en ayant le courage. Je parlais de courage ce matin, parce que la question de la responsabilité, c'est quoi? Mais c'est avoir le courage de se bousculer, de dépasser ce que l'on construit ensemble aujourd'hui, d'aller au-delà. Et ce qui était quand même absolument extraordinaire, c'est qu'on avait le sentiment que tous ensemble, on était stupéfaits d'apprendre que nous étions mortels. On l'avait tellement évacué de notre pensée, de nos représentations, que la mort n'était plus dans nos vies. Ou alors, il faut vraiment être très, 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 très vieux, mais ça, c'est très loin. Donc, il y a eu comme ça une espèce une stupéfaction générale qui a entraîné d'ailleurs beaucoup d'angoisse. Et le confinement a été difficile. Moi, je vois, j'ai monté avec une quarantaine de psys. On était au téléphone de 9h à 21h tous les jours, tout au long dès le 2e jour de confinement. Et dans l'après-confinement, on est resté jusqu'au mois de juin. Donc, on a fait presque 1000 heures d'écoute et on était sans arrêt envahi d'appels de parents et d'enfants. Et on a pu mesurer que si le confinement a été en effet, ça les a véritablement interpellés tout de suite en disant mais je vais quand même pas rester enfermée avec mes enfants. Petit à petit, il y a eu des comportements adaptatifs, plus ou moins heureux, ça s'est pas toujours très bien passé,
Par contre, le déconfinement a entraîné une espèce d'angoisse généralisée avec des messages totalement contradictoires qui faisaient que les parents avaient le sentiment que s'ils renvoyaient leur enfant à l'école, ils le conduisaient à la mort véritablement. Ce qui fait que le retour à l'école, vous avez dû l'entendre, a été totalement, les écoles étaient totalement vides, hein, les parents, on les a invités à remettre leurs enfants à l'école, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas l'assurance qu'il ne lui arriverait rien. Alors qu'on n'a jamais l'assurance qu'il n'arrivera rien. Mais là, tout d'un coup, c'était d'une telle évidence, c'était tellement criant que l'angoisse a littéralement envahi les relations parents-enfants. Et comme l'enfant va interpréter le monde, en particulier quand il est petit, en regardant ce que son parent vit, c'est-à-dire qu'il va essayer de décrypter ce qu'éprouve son parent, pas ce qu'il lui dit, ce qu'il éprouve, c'est ça qui m'intéresse, ce qui est dedans. Parce que ce qu'il dit, il peut dire t'inquiète pas, et puis le parent est totalement terrorisé. Eh bien, en effet, les enfants se sont mis eux aussi à être pris parfois par de la peur, parfois de l'angoisse et parfois de la terreur. Et donc, on a commencé à voir un certain nombre de phobies arriver. Et c'est vrai que je ne vous cache pas que la rentrée scolaire qui est maintenant dans quelques jours, c'est dans 2 jours, puisque c'est mardi prochain, nous sommes les spécialistes de la psyché assez inquiets de voir comment est-ce qu'on va réussir à accompagner nos enfants dans ce retour dans le monde des vivants, où il va falloir y retourner, il va falloir qu'on revive ensemble, on ne va pas rester enfermés les uns, chacun chez soi. Donc c'est vrai qu'on est assez inquiets sur les manifestations à venir, les manifestations psychiques, donc un petit peu dans la relation à l'autre. Comment l'autre va être vécu, et puis beaucoup d'inquiétudes des parents sur comment on va accueillir mon enfant. Quel espace de vie on va lui donner? Comment il va pouvoir s'exprimer en tant qu'enfant à l'intérieur de sa classe et à l'extérieur de sa classe, dans les périodes de récréation. Certains parents me disent, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de le mettre à l'école? Est-ce que véritablement il va s'y épanouir? C'est pas rien l'angoisse qui est en train d'émerger. Alors elle était déjà là, mais elle s'est en effet démultipliée. En tous les cas, dans les choses que l'on peut faire, et moi j'ai beaucoup regretté que l'on parle que de gestes sanitaires du côté du corps et que nous n'avons jamais eu un mot sur des gestes sanitaires du côté du psychisme, de la relation, des émotions, comment est-ce qu'on fait avec son angoisse, et que là ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la santé. Donc c'est évidemment mon deuxième point, c'est comment est-ce qu'on parle de la santé des hommes, des humains, de notre espèce si particulière, et comment on fait pour que nos enfants retournent à l'école et que ça prenne sens. Parce que je disais ce matin, si on est dans le non-sens, ça c'est évident qu'on va avoir du mal-être se développer partout, faire symptômes, et c'est là où on va être mis en difficulté. Donc il y a véritablement un travail presque d'éducation populaire sur qu'est-ce que c'est que la santé que nous devons partager en incluant cette santé culturelle, appelons-la santé culturelle ou santé relationnelle ou santé psychique, enfin, cette santé de vivre ensemble. C'est quoi être en bonne santé ensemble?